Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Si on parlait sport. On est ensemble pendant près d'une heure pour décortiquer et analyser l'actualité sportive du département. Vous connaissez le programme, il y aura des coups de gueule, des analyses, des débats et des duels. Présentation de nos chroniqueurs. Yann Dujarrier, vice-champion du monde de cyclisme sur piste Masters, champion d'Europe du kilomètre en 2013, 3 fois champion de France et 2 fois en roller de vitesse. Il aime le football, il vit pour le football, il est à 55 ans l'un des symboles du sport à Trappes. Je veux bien sûr parler de Mustapha Larbaoui, le président de l'étoile sportive de Trappes. C'est l'homme fort du handball yvelinois, nouvel entraîneur de l'équipe masculine de Versailles et des jeunes de la Team 78. Je veux bien sûr parler d'Alexandre Taillefer. Notre spécialiste rugby, il entraîne les Bélasquins de Versailles. Je veux bien sûr parler de Guillaume Nereneuf. On est de retour en plateau avec nos chroniqueurs. Vous allez bien, messieurs? Bonsoir, Michael. Vous avez bien révisé vos fiches? Très bien. Bon, Mustapha, quelle fiche? Vous n'avez pas révisé vos fiches? Pas du tout. Rien du tout. Rien du tout. Aujourd'hui en freelance. Non, moi je m'en fiche complètement. Donc... Bon, n'hésitez pas en tout cas à provoquer les duels. Mustapha, je sais que vous adorez ça. J'adore ça, mais j'ai personne en face. Donc les duels, ça se fait à deux. Donc, j'aimerais bien avoir un peu de compétition en face. On verra pendant l'émission. Avant de passer aux différents thèmes de l'émission, nous allons revenir sur une performance. Le pistard de Vélizy 78, Jean-Michel Richefort, a parcouru en 24 heures, tenez-vous bien, la distance de 664 km, l'équivalent d'un Paris-Toulouse au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines entre le vendredi 4 et le samedi 5 décembre. Un défi que le cycliste de 62 ans s'est lancé à l'occasion du Téléthon. On l'écoute, il était au micro de TFI 78. 24 heures après, c'est l'euphorie et on se sent très très bien. Ce n'était qu'un défi pour le Téléthon, c'est ma contribution pour le Téléthon. Donc on a respecté à la lettre le tableau de marche quand c'était fixé sur des bases hautes. On avait 2 tableaux de marche, un tableau de marche réaliste, un tableau de marche optimiste. Et on est resté sur ce tableau de marche haut. Et puis j'avais les jambes pour bien terminer, voilà, tout simplement. L'exploit de Jean-Michel Richefort a permis de récolter 7 300 € en faveur du Téléthon. Yann, vous qui connaissez très bien Jean-Michel Richefort, est-ce que cet exploit vous surprend ? On est habitué avec Jean-Michel à ce type de performance. Une belle chose. Moi, j'ai roulé avec lui de 2h à 2h30 du matin dans la nuit de vendredi à samedi pour la période qui était la plus compliquée. Sur ce type d'effort, c'est vrai que de minuit à 6h, le corps se met en veille. Et donc, c'est vrai qu'il faut lutter contre le sommeil. Il faut vraiment... donc, on était là pour l'accompagner, pour le motiver. Donc, vous avez fait qu'une demi-heure, vous ? Oui, moi j'ai fait qu'une demi-heure. Ouais, moi c'est déjà du très long pour moi, une demi-heure. Pour moi, une course de 100 mètres, c'est largement suffisant. Donc non, ouais, voilà, très bel effort. Il était très bien préparé. Et vraiment un beau résultat. Il n'espérait pas du tout ça. Il pensait, même quand moi j'ai roulé avec lui, il pensait payer sur la fin. Et en fait, non, il a été régulier et il a été au-delà de ses espérances puisqu'il a battu son propre record, qui n'était pas dans les mêmes conditions puisque ça a été fait sur un vélodrome extérieur. Et puis il était vraiment tout seul là et il y a eu un petit peu de drafting, donc là c'était plus pour le fun, pour le Téléthon, mais très bel exploit pour Jean-Michel. Et normalement, je vais mettre ça entre guillemets, c'était sa dernière compétition, sa dernière sortie officielle. Jean-Michel est capable de nous réserver d'autres surprises. Donc, en tout cas, il ne vous a pas surpris sur son record. Non, moi, quand j'ai roulé avec lui quasiment à mi-événement, vraiment, il avait un super coup de pédale. C'était très, très fluide. Il ne pêchait pas du tout. On a discuté quasiment pendant une demi-heure, alors que je pensais justement qu'il serait sur des périodes un peu plus compliquées pour lui. C'était vraiment très, très bien. Il était très, très content. Il avait qu'une envie, c'était de continuer. Et bon, tout le monde était là pour le soutenir. Il y a eu des pros qui sont venus rouler avec lui, Johan Ofredo, Stéphane Rossetto, amateurs, professionnels. Pas mal de coureurs amateurs, donc tout le monde est, donc voilà, il l'a fait pour tout le monde et il l'a fait pour le Téléthon, c'est très beau. Mustapha, c'est un exploit que vous pourriez tenter éventuellement ? Ouais, c'est juste que j'ai trouvé un peu cher 10 € du kilomètre. Je trouve ça un peu cher finalement. 10 centimes. C'était 20 centimes. 20 centimes le tour. Blague à part, puisque c'était juste qu'il a fait 660 664 km pour 7 000 €. C'était à ça que je faisais référence. 10 € du kilomètre, c'est pas la facture qu'il a prise, c'est ce qu'il a récolté pour le Téléthon. Voilà. C'était une blague. Pardon, vous l'aviez comprise. Non, blague à part, c'est effectivement un exploit, c'est assez exceptionnel.
assez exceptionnel. Et en même temps, voilà, le Téléthon est aussi un événement exceptionnel. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de gens voilà, qui vont au-delà des performances du quotidien. C'est aussi le sport qui nous l'impose à tous. Et donc, allier sport, activité sportive, avec une noble cause qui est en relation avec la santé, pour le coup, ouais, c'est un exploit à noter en effet. Et donc c'est pas un exploit que vous tenteriez éventuellement, Mustapha? Non? Pas à l'avenir? 24 heures de jonge. 24 heures? Je pense que même à 100 € du kilomètre, j'en ferai pas plus de 5. On non, va pas... non, c'est pas possible. On va passer maintenant au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de la Ryder Cup 2018, l'équivalent de la Coupe du Monde du golf, de la Coupe de France de football. Mantes s'est brillamment qualifié pour les 32e de finale de la compétition. Mais tout de suite, retour sur le début de saison compliqué du Chesnay Handball dans son championnat. On commence donc cette rubrique résultats par du handball. Le Chesnay n'y arrive pas. Les hommes coachés par Yanis Norbert se sont inclinés 33-25 contre Chartres à l'extérieur, une équipe qui lutte également pour le maintien. Cette défaite a de lourdes conséquences pour le club. Le Chesnay est désormais bon dernier du championnat avec une seule victoire en 9 matchs disputés. Est-ce que le Chesnay peut déjà faire une croix sur cette saison? Non. Sur le maintien? Non. Non. Vous votez, vous votez. Moi, je pense que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bah non, Enfin, bah alors, donc, non, moi, il faut oui, pas une non. croix, non. Partagé, Mustapha. Ben ouais, partagé, parce qu'effectivement, à la dernière place, on n'est jamais... C'est un duel, donc. Hein. On n'est jamais... C'est un duel, duel, ça duel tombe entre bien. Mustapha et Guillaume. Allez, Mustapha, vous commencez. Non, mais clairement, la situation n'est pas brillante, c'est effectivement compliqué, mais c'est jamais fini. C'est vrai que la dernière place, en général, c'est pas trop celle qu'on recherche, c'est plutôt celle qu'on subit. Mais quand on l'a subi, par définition, on trouve des ressources. On n'est pas encore à la fin de la moitié du championnat. Il y a encore une deuxième moitié de championnat. Je dis ça parce qu'on a été dernier une fois et qu'on a fini premier. Alors, ça ne peut pas se reproduire tout le temps. Simplement, c'est possible. Voilà. Donc le maintien est envisageable. Bon, c'est des promus. on est d'accord, C'est des promus. En même temps, probablement que voilà, ça va être compliqué. On est bien d'accord. Si je peux apporter une touche, une C'est pas précision. Attends, le duel est Il Guillaume. n'y a pas de duel puisque finalement ils sont Et d'accord, Ils sont bon, d'accord. pas de duel, c'est un faux duel. Voilà pourquoi il n'y a pas de duel. C'est un faux duel. Toujours Je d'accord. peux pas dire que je suis contre, parce que forcément, mon club de Versailles de rugby est dans la même situation. La même situation. On est avant-dernier, donc je peux pas dire que c'est terminé. Sinon, On ça veut en dire que je parlera tout à condamne l'heure, hein, mes joueurs. Guillaume. Donc, du coup, je garde mes arguments pour tout à l'heure. Alors, je laisse parler Alexandre. Alexandre. Bah, pour revenir à ce match en particulier, c'est sûr que c'est une défaite importante puisque c'est un concurrent direct au maintien, Chartres. Maintenant, il faut savoir que Chartres c'est un club pro, c'est la réserve et il y a des joueurs pros qui sont descendus lors de ce match. Donc ça explique aussi la défaite. Malgré tout, ils menaient quand même de 3 buts à la mi-temps et puis après ils sont écrolés en seconde mi-temps. Mais ce qui veut dire que le score ne reflète pas la réalité du match. Maintenant, ils ont réussi à faire des résultats, un match nul contre un des hauts du classement, Torcy. Ils ont été gagnés à Saint-Maur, qui est une équipe du milieu du tableau. Donc, ça veut dire qu'ils sont capables de battre des équipes qui vont se maintenir largement. Et en plus, à l'extérieur. En plus, à l'extérieur. À noter. Donc voilà, maintenant, c'est sûr qu'ils ne sont pas forcément sur une très bonne dynamique. Certes, il n'y a qu'une victoire et Il un faut nul. rappeler aussi que le Chesnay monte cette année en National 2. Oui, bien sûr, mais bon, ça c'est comme ça. Hein, Après, on est sur c'est- une ils dynamique veulent de victoire. Donc, ils veulent se maintenir de toute façon, donc qu'ils soient premiers ou pas, ça c'est pas le problème des autres équipes, mais eux il faut qu'ils se maintiennent, pour qu'ils se maintiennent il faut qu'ils gagnent, c'est certain, et je pense que déjà il faudrait qu'ils arrivent à prendre des points à domicile, ce qu'ils n'ont pas encore réussi cette saison. Donc à partir du moment où ils vont prendre des points à domicile, je pense que ça va relancer un petit peu la dynamique pour pouvoir avoir suffisamment de victoires pour se maintenir. Voilà. Après, ceux qui sont juste au-dessus, ils sont pas très Voilà, loin devant. est-ce que c'est pas la chance finalement du Chesnay? Saint-Maur est à 14 points. Voilà, c'est pas très Le loin. Chartres à 12 points. C'est Eux, pas ils très sont loin. à 11. Donc finalement, ils sont qu'à 1 point du maintien. C'est pas très loin, donc du coup, et il faut évidemment pas continuer à perdre, ça c'est une évidence, mais mathématiquement c'est largement jouable, encore une fois, puisqu'ils ont réussi à battre des équipes plus J'ai fortes. une question à te poser, Alexandre. Oui. Combien tu as le droit de faire descendre de joueurs pro dans une équipe? Enfin, je trouve ça un C'est peu illimité. étonnant. C'est illimité. Ouais. C'est impressionnant comme règlement, mais bon, c'est la même chose que pour le tennis. Non, mais là, ça il y a fausse, 15 jours. moi je trouve que ça fausse le championnat, quoi. Enfin, si tu peux faire descendre des joueurs pros dans un effectif En sur fait, un National B, ce qui se passe souvent pour les équipes pro, il faut que les équipes soient minimum en National 2, certaines sont en National 1. Et c'est vrai que quand ils ont des générations de jeunes un peu justes, un peu trop jeunes ou pas assez bonnes, bah, de temps en temps, ils envoient quelques pros, puisque les pros, ils en ont plus que pour une simple feuille de match. En général, ils les envoient pas, après ça dépend de la politique des clubs. Mais de temps en temps, quand ils voient que c'est des matchs clés comme celui-là, contre un concurrent direct,
direct. Ils envoient, en plus c'était à domicile, donc ça fait pas un déplacement important pour les joueurs pros. Et puis ça assure une victoire, et puis ils leur feront sûrement dans le championnat. Mais s'ils leur font sûrement dans le championnat, ils leur feront peut-être aussi contre d'autres concurrents directs du Cheney, c'est ça qu'il faut voir. Ouais, aussi, Voilà. ouais. Donc moi, ce que j'ai regardé, c'est qu'ils vont quand même rencontrer encore le premier Boulogne, premier de la poule, et donc ils vont sera rencontrer très compliqué, voilà. Et puis ils vont rencontrer 5, 6, 7, je crois, ou 6, 7 et 8. Voilà. Donc sur ces trois matchs-là, Sur le match aller encore. sur les matchs allés, encore. Donc je pense que c'est sur ces trois matchs-là que la suite du championnat risque de décider. Et puis après, il y aura toute la phase match-retour, où là, ils peuvent inverser la tendance, puisque Mustapha nous dit qu'on peut finir dernier de la match du match. Nous, on l'a fait. Hein. Oui, on peut le faire. Donc on peut le faire. Tout le monde ne s'appelle pas Trapp. Finir dernier du match aller et gagner et finir premier sur les matchs retour. Donc du coup, rien n'est perdu. Mais voilà, je pense que sur les 4 prochains matchs, là, il y a quelque chose qui va se décider. En tout cas, Yann, le coach Yanis Norbert veut y croire. Nous l'avons interrogé il y a quelques jours. En ce début d'année, ce qui ne fonctionne pas, c'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est surtout l'appréhension et l'apprentissage du niveau de National 2 qui a pris du temps à se mettre en place. Aussi avec l'arrivée de 5 nouveaux joueurs, donc la mayonnaise a un petit peu de mal à prendre. Donc on est en large et constante progression en ce moment, on continue à travailler. Le maintien est toujours dans les têtes, on est qu'au début de la saison, on ne va pas baisser les bras. En tout cas, Alexandre, on voit que Yanis Norbert est convaincu. Le Cheney peut se maintenir, selon lui. En fait, il faut savoir aussi que cette poule, il y a différentes poules en National 2 et cette poule-là est particulièrement difficile. Ils n'ont vraiment pas eu de chance. Il y a vraiment beaucoup de prétendants à la montée. D'ailleurs, tous ceux qui sont prétendants à la montée n'ont pas de chance de se retrouver dans cette même poule parce qu'ils pourraient monter dans une autre poule. Donc c'est sûr que pour le coup, comme il dit, l'apprentissage de la National 2, il est d'autant plus dur parce que la poule est dure. Donc c'est pour ça qu'il y a espoir qu'en deuxième partie de saison, une fois avoir un peu digéré le niveau de toutes les équipes, ils puissent au match retour faire de meilleurs résultats. Et est-ce que l'entraîneur est fautif ? Peut-être, Mustapha, dans ce type de situation, on voit qu'ils sont derniers, qu'ils ont du mal à enchaîner. Est-ce que l'entraîneur est fautif ? Je dirais jamais qu'il est fautif, mais il est responsable. Il est responsable. Oui, parce qu'à un moment donné, il est responsable de ses choix, il est responsable de son contenu, il est responsable. Et de toute façon, moi j'ai toujours dit dans un sport, on doit expliquer une victoire et on doit expliquer une défaite. Donc par définition, il n'est pas forcément coupable, il n'est pas forcément celui qu'on voudra incriminer forcément, mais il en est responsable, bien sûr. Ouais, c'est comme le physique, et tout coach a un degré de compétence max, comme les joueurs, comme les présidents. Donc à un moment donné, il faut mettre des responsables de toute façon devant des faits, devant des résultats, sinon ça n'a pas de sens. La notion de compétition, la notion de j'ai envie de dire de concours. On concourt pour une place. Par définition, on se donne les moyens et chacun étant à sa place. Après, il y a des redistributions qui se font. Voilà, donc il n'est pas coupable parce qu'il fait le maximum, mais il doit en être responsable. Et à la présidence, il y a aussi des gens qui doivent prendre leurs responsabilités. Sinon, ça n'a pas de sens que de dire il est responsable de rien. Coupable, c'est autre chose. Yanis Norbert est l'homme de la situation, selon vous, Alexandre ? Vous qui le connaissez J'aimerais répondre à ce que tu disais, c'est-à-dire que pour apporter une précision sur la responsabilité de l'entraîneur. L'entraîneur, il a des choix de recrutement. Mais qui est fait en concordance avec le bureau directeur du club. Donc le bureau directeur du club et l'entraîneur ont des responsabilités sur le choix de recrutement. Il parlait de 5 recrues, 5 licences B. Donc voilà, sans porter de jugement là-dessus, mais il y a une responsabilité sur le recrutement, le choix des joueurs. Ensuite, il y a une responsabilité sur le choix du collectif qui jouera le match. Ça, c'est l'entraîneur qui choisit les joueurs. Donc c'est lui qui décide qui va jouer, c'est lui qui décide qui va commencer, et c'est lui qui décide des rotations et du projet tactique. Donc là-dessus, maintenant, l'entraîneur, il n'est pas sur le terrain. Donc, c'est ni lui qui tire, c'est ni lui qui défend, c'est ni lui qui fait les passes, c'est ni lui qui fait les arrêts. Donc, à un moment donné, si les joueurs ils sont pas capables de hausser leur niveau de jeu aussi, l'entraîneur, il a beau faire tout ce qu'il veut, et ça ne changera rien. Donc voilà, les responsabilités sont partagées, mais bien ciblées. Il y a un bureau directeur avec un entraîneur qui recrute certains joueurs, il y a un entraîneur qui sélectionne les joueurs et qui choisit la tactique, et puis il y a les joueurs qui sont sur le terrain et qui doivent être performants pour gagner les matchs. Guillaume ? Juste pour rajouter à tout ce que tu dis, il y a aussi un rôle qu'on oublie de l'entraîneur qui est le rôle de manager. Il est censé manager une équipe et créer une team qui va le suivre et qui va tout faire pour... Il n'y a pas que technique. Il n'y a pas que technique, il est aussi manager aujourd'hui, beaucoup. Donc c'est aussi un aspect qu'il faut travailler. Et si le discours de l'entraîneur passe pas, qu'il soit tactique ou dans le management humain,
forcément derrière c'est compliqué pour une équipe de suivre et de se transcender pour son entraîneur. Et puis si je dis ça, c'est parce que moi j'ai le sentiment que le sport est également un loisir, qu'il a également un loisir éducatif, et que si à un moment donné dans la chaîne de commandement il n'y a pas de responsabilité, je ne sais pas ce qu'on enseigne à nos enfants, à tous les enfants qui font du foot, qui font du rugby, qui font du handball. Il y a bien une notion de responsabilité. Non, mais je les cite tous les sports. Oui, handball, c'est mieux. Handball, non mais je précise pas. Handball allemand. Handball, pardon, handball. Désolé, hein, Mustapha, je sais que ça tombe sur vous à chaque fois, mais vous êtes un peu trop long. Vous avez bien compris ce que je veux dire. On a très bien compris. Long parce que j'ai des choses à dire importantes. Là, on parle bien de l'éducation de nos enfants et c'est important de le transmettre par le biais du loisir. Donc, il faut le des message est responsables. passé, Mustapha. Merci. Après cette page handball, on passe maintenant à la chronique J'aime, j'aime pas de Basile Rigoli. Dans cette chronique, notre chroniqueur Basile Rigoli, spécialiste du sport yvelinois, nous présente ses tops et ses flops du week-end dans le département. On commence tout de suite par le premier j'aime de Basile Rigoli. Il concerne le football et la qualification de Mantes au prochain tour de la Coupe de France. On revient en plateau juste après. J'aime la qualification en 32e de finale de la Coupe de France de football du FC Mantois. Le club de l'agglomération mantaise est le dernier représentant yvelinois dans cette compétition. Les joueurs de Robert Mendy ont réussi à se qualifier ce week-end à domicile face au club de Marques. 2-0, un match globalement maîtrisé qui leur permet 12 ans après de disputer à nouveau un 32e de finale, marqué par l'entrée des clubs professionnels de Ligue 1. Le tirage a eu lieu en début de semaine. Ça ne sera pas un club professionnel pour eux début janvier. Ça sera un club amateur comme eux de niveau CFA2, Saint-Brieuc, donc avec la possibilité de poursuivre l'aventure au moins pour encore un tour. Est-ce que vous êtes d'accord avec Basile Rigoli? C'est une véritable performance ou est-ce qu'il faut relativiser cette victoire en sachant que Marques était une équipe moins bien classée que Mantes? Non, on est d'accord. Non, on relativise pas. Une Coupe de France, les petits poussés, les histoires de petits poussés, on les voit tous les ans. Donc sur un seul match, c'est toujours différent. Oui. On l'a dit plusieurs fois. On peut jouer la défense quand on joue en football pour aller chercher les pénaltys. C'est comme ça que Versailles s'est fait sortir. C'est comme ça que Trappes s'est fait sortir aussi sur cette Coupe de France. Donc, ou a failli battre Versailles. Voilà. Donc, eh ben non, même quand on rencontre quelqu'un de plus faible, il faut quand même aller le battre et il faut quand même jouer le match. Donc tant mieux. Je pense pas que c'est un score fleuve. Ils ont gagné 2-0. Donc voilà, une victoire logique, mais il faut le gagner. Donc non. Donc seule la victoire est importante en fait en Coupe de France. Guillaume. Voilà. La seule chose que je dirais, c'est qu'on les jugera quand ils seront allés toujours plus haut. Donc je le rappelle, ça faisait 12 ans. Il l'a dit Basile, ça faisait 12 ans qu'ils ne s'étaient pas qualifiés en 32e de finale de Coupe de France. Voilà. Et donc ça serait historique s'ils allaient en 16e, ce qu'on va leur souhaiter. Et s'ils vont en 16e, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas atteint les 16e de finale. Ils ont déjà été en 16e. En 16e de finale. Au passage, je tiens quand même à souligner qu'on avait parlé dans d'autres émissions concernant le financement de ce club qui avait été coupé par la ville de Mantes. La ville passée au Front National aux dernières élections municipales, 70 000 € de subventions en moins. Et finalement, ils ont réussi quand même à faire des beaux résultats. Ouais, sauf que c'est pas pour le coup, c'est pas une raison pour sucrer toutes les subventions des autres clubs. Hein. C'est pas ça qui fait qu'ils vont tous se motiver. Donc c'est un appel aux politiques. On leur a coupé les subventions. C'est pas la raison pour laquelle ils sont pour autant allés si loin. Mais c'est vrai qu'il y a eu un vrai sursaut. Et surtout, il y a des gens qui ont remis de l'argent pour être sûr que ces joueurs-là ne soient pas sabrés en cours de saison. Donc il y a des gens qui ont mis de l'argent à la poche parce que ça a été coupé au milieu de la saison. Et là, ce qu'ils vont gagner en Coupe de France, du coup, ils vont les récupérer? Peut-être. Quasiment. Donc là, ils gagnent 50 000 € grâce à leur qualification. C'était le pari que les gens ont fait de vouloir remettre. Mais voilà, c'est quand même un soupçon de motivation en plus, quand même, je pense, pour montrer à la municipalité qu'ils ont une utilité, qu'ils sont capables. C'est juste pour qu'on évite de les Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Parce que ça reste éducatif. Après le football et la Coupe de France, le deuxième j'aime de Basile Rigoli concerne le rugby club de Chevreuse. J'aime la belle victoire de l'équipe de rugby de Chevreuse. Ce week-end en Fédéral 3, les Chevretins recevaient la formation de Houille-Carrière pour un sympathique derby yvelinois.
Sur le papier, cette rencontre pouvait sembler déséquilibrée entre un club promu, Chevreuse, et une formation habituée à jouer depuis plusieurs années en Fédéral 3 qui vise une place parmi les 4 premiers et donc les phases finales. Pourtant, les joueurs de Brice Trantong sont rentrés tambour battant dans cette rencontre, ont mené rapidement au score, se sont fait rejoindre avant la pause, mais ont réussi à faire ensuite le nécessaire en seconde période pour conserver l'avantage au score. Cette victoire leur permet de repartir de l'avant après un revers à Meaux la semaine précédente, qui est un concurrent direct pour eux pour le maintien. L'état d'esprit et la solidarité affichée par le Chevrotin ce week-end est de bon augure pour la suite de la saison et cet objectif de maintien en Fédéral 3. Est-ce que Chevreuse peut se maintenir en Fédéral 3 cette saison? Vous votez. Je vous rappelle que Chevreuse vient de monter de la division honneur. J'en sais rien. Ah, pardon. Vous êtes tous, vous ne savez Non, pas? ouais, Bon, il n'y a pas de duel, Yann, pas de duel. Ah bah non, Non. j'ai pas travaillé sur le sujet. Bah, bravo. J'ai pas travaillé sur le sujet. Le Alors, rugby laisse-moi parler. à ce niveau-là. Ouais. Voilà, à ton tour, vas-y. Non, juste pour répondre déjà au j'aime pas de Basile, bien sûr que c'est une belle performance de Chevreuse de gagner contre Houille. Il faut savoir que Houille cette année n'est pas le club des années précédentes. Ils sont aujourd'hui en ventre mou, ils sont premiers ou deuxième. Là, ils sont 4 victoires, 4 défaites, donc c'est pas le Houille des années précédentes. Donc c'est quand même une belle perf, c'est vrai, de gagner contre Chevreuse, de Houille, pardon. Ça va leur permettre d'espérer de se maintenir en Fédéral 3. Voilà, maintenant, il faut juste relativiser cette performance. Maintenant, pour le maintien en Fédéral 3, c'est la même question que pour le Chénet Handball, pour Versailles, le rugby de Versailles, donc je crois qu'il y a un peu plus tard. C'est juste après. C'est jamais terminé, quoi. Il faut toujours aller chercher chercher des victoires. Il faut peut-être après cibler les matchs contre les équipes qui sont juste devant nous pour aller chercher ces victoires qui vont nous manquer, parce que les 4 premiers aujourd'hui dans les poules de Chevreuse, dans notre poule à nous à Versailles, sont quasiment intouchables, quoi. Donc il faut juste cibler les matchs et bien les choisir et faire en sorte que ces matchs-là, on les gagne, quoi, à la maison ou à l'extérieur. Bon, on va passer au thème suivant. Vous avez fait un petit teasing il y a quelques instants, Guillaume. Un j'aime pas, donc on reste dans le rugby. Le j'aime pas concerne Versailles. Ne vous inquiétez pas, Guillaume, vous pourrez vous défendre juste après. On écoute Basile. Je suis prêt. Oh no! J'aime pas la situation plus que compliquée de l'équipe de rugby du RC Versailles. Les Versaillais étaient en déplacement ce week-end à Vincennes pour un match crucial dans la course au maintien. Une semaine après avoir perdu à domicile face à Pont-à-Mousson, les Versaillais devaient réagir, devaient impérativement l'emporter dans l'Est parisien pour se relancer. Malheureusement, une fois encore, ça n'a pas tourné en leur faveur. Une défaite 25-15 qui hypothèque encore un peu plus les chances de maintien des Yvelinois en fin de saison. C'est simple, en 8 journées, c'est une victoire, un nul, 6 défaites. On sent surtout que cette équipe manque d'un leader sur le terrain pour tirer le groupe vers l'avant et manque surtout d'une densité physique pour répondre au duel des adversaires. On passe au vote. Après, vous pouvez vous défendre. Guillaume, est-ce que vous approuvez le j'aime pas de Basile Régoli? Je peux que approuver. Vous approuvez? Bon. Pourquoi alors, du coup, Guillaume? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous. Juste pour revenir sur le match de Vincennes, dimanche dernier, donc on va à Vincennes qui est un concurrent direct pour le maintien, puisqu'ils étaient juste devant nous, à 3 points devant nous. On fait une bonne première mi-temps, on mène 15-10 à la mi-temps, et puis en deuxième mi-temps, le match s'est musclé un petit peu, on va dire. On ne sait pas pourquoi. On se doute des consignes un petit peu des entraîneurs de Vincennes. On est tombé dans le panneau, voilà, complètement. On est jeunes, on est tombé dans le panneau, on a eu 2 exclus, 2 expulsés, donc finir à eux aussi on a expulsé, mais à finir à 13 contre 14, c'est compliqué, et du coup derrière on n'a pas su rebondir. Ça c'est pour le match de Vincennes. Maintenant, en ce qui concerne le début de saison, c'est vrai qu'il est loin d'être honorable, puisqu'on a une victoire et un match nul. Match nul à l'extérieur quand même, il faut le préciser. C'est pour ça que vous avez défendu le Chénet tout à l'heure. Oui, tout à fait, il faut bien... C'est le coup d'après. J'anticipe les coups. Il avait anticipé. Non, mais Basile a complètement raison sur le manque de leader. On sent bien que dans cette équipe qui est très jeune, on a perdu beaucoup de cadres et que ces cadres n'ont pas été remplacés. Donc on manque vraiment d'un leader qui est écouté par tout le monde et qui va faire en sorte que sur le terrain, il soit respecté par tout le monde et suivi par tout le monde. Et après, on manque clairement dans cette physique. Enfin, toutes les équipes qu'on joue aujourd'hui nous rendent, on leur rend 20 kilos par type, quoi. Donc c'est compliqué d'exister à ce niveau-là en Fédéral 3. Maintenant, rien n'est joué puisque
Là, on finit le dimanche prochain le match aller. On reçoit Auxerre qui est premier de poule. Et voilà, donc ça va être compliqué. Sait-on jamais. En plus, on a quelques absents dus aux expulsés et dus aux blessés. Maintenant, il faut regarder les matchs retour où on reçoit 3 concurrents directs pour le maintien. Donc voilà, c'est 3 matchs qu'il faut cibler clairement. On se déplace à Bourg-à-Bousson qui est un concurrent direct aussi, donc il faudra les gagner là-bas. Et puis après, il faut essayer de réussir à faire un gros coup ou 2 à domicile contre les têtes d'affiche. Mais bon, ça va être une deuxième partie de saison compliquée quand même. Mais on s'accroche. Et est-ce que c'est compliqué de créer une équipe aussi à Versailles? On le sait, les jeunes versaillais partent souvent en médecine, en province, pour faire leurs études. Est-ce que c'est compliqué de renouveler peut-être les joueurs à Versailles? Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que... Une cohésion d'équipe, du coup. Non, il y a quand même beaucoup de jeunes Versaillais qui sont issus de la formation versaillaise, qui sont dans ce groupe senior, on va dire. Mais certains sont partis, sont revenus, ou repartent pour 6 mois, reviennent pour 6 mois, repartent. C'est pour ça que c'est un peu compliqué de créer une cohésion. Et derrière, pour le recrutement, on a un budget qui est ridiculement petit. En tout cas, le budget attribué au groupe senior est ridiculement petit par rapport aux autres clubs. Du coup, on n'attire pas de cadres, enfin de grands joueurs, Aux autres clubs de rugby ou de rugby. Je pense au football, par exemple. De rugby, non, rugby. D'accord. C'est-à-dire que notre budget qu'on alloue au groupe senior n'est pas suffisant pour attirer des joueurs. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs sont friands d'avoir des défraiements et des primes de match et des choses comme ça. Et se déplacent uniquement donc il faut finalement piocher dans les équipes de jeunes. Il faut piocher dans les équipes de jeunes, mais la formation, c'est compliqué. Parce que comme vous dites, à Versailles, nos jeunes partent faire des écoles de commerce, partent faire des écoles d'ingénieurs, partent faire ceci, partent faire cela. Donc c'est compliqué, même si voilà, on sait que là, par exemple, on a un jeune qui revient à partir du mois de janvier, qui était parti 6 mois à Tournefeuille, à côté de Toulouse, qui revient, qui était un des leaders du groupe des 92, donc qui revient. On espère que cette personne-là va pouvoir aussi nous amener un petit plus, et en termes de leadership aussi sur le terrain, quoi. On passe au prochain J'aime pas de Basile Rigoli. Il concerne le cyclisme sur piste. Oh non! J'aime pas les performances très décevantes ce week-end. Des pistards de l'équipe de France qui s'entraînent très régulièrement au cours de la saison au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Les Français étaient en déplacement à Cambridge en Nouvelle-Zélande pour la 2e étape de la Coupe du Monde. Les résultats n'ont pas été au rendez-vous pour cette rentrée. La plupart des cyclistes comme Grégory Bogier, originaire du département, mais aussi Michael D'Almeida, Sandy Claire qui habite à Plaisir, ont tous terminé au-delà de la 20e place, que ce soit sur les épreuves de vitesse ou également sur le Keirin, l'épreuve du Keirin pour Kevin Siro. Donc évidemment, il est encore très tôt dans la saison, puisque l'objectif de l'année pour eux sera les Jeux Olympiques 2016 à Rio. Est-ce que vous êtes d'accord avec Basile Rigoli? C'est un flop, cette contre-performance, ou pas? Non, Yann, on passe d'abord au vote raquette, après on pourra utiliser... Oh non, reste poli s'il te plaît. Non, c'est pas un flop. Ah, on s'en fout. c'est comme ça qu'on écrit foot. Non. Alors Yann, pourquoi? Non, c'est une Coupe du Monde. Voilà, je vais comparer la Coupe du Monde à un match de Coupe de la Ligue pour un club de Ligue 1 ou pour un club de Ligue 2. Voilà, pour un club de Ligue 2. C'est-à-dire que on y va, on sait très bien qu'on ne gagnera pas parce que nos coureurs ne sont pas programmés pour ces épreuves-là. Oui, mais ils ont quand même fini au-delà de la 20e place. Oui, alors, c'est pas grave. C'est pas vraiment rien à voir. Alors, on n'a pas de souci. Moi, je sais très bien que dans ce type de discipline, on est capable d'améliorer ses chronos d'une demi-seconde en l'espace de 15 jours. C'est vraiment impressionnant. Ils ne sont pas du tout programmés pour cette période. Ils doivent être en pleine charge de travail puisque le premier objectif pour certains vont être les championnats du monde qui auront lieu fin février à Londres. Et puis voilà, les têtes d'affiche comme Grégory Bogier, Kevin Siro, Michael D'Almeida, c'est Rio et rien d'autre. Depuis février 2015, ils ne pensent plus qu'à une chose, c'est le mois d'août 2016. On est sur un programme, c'est la première fois que les cyclistes français partent sur un programme de 18 mois. C'est la première fois que depuis 4 ou 5 ans que François Pervis n'ira pas
faire une tournée de Keirin au Japon. Vraiment, on est sur les Jeux. On est globalement axé que sur les Jeux Olympiques. Il n'y a rien d'autre. Et pourquoi être parti du coup dans ce cas-là en Nouvelle-Zélande pour faire cette compétition? C'est une de mes questions. Voilà. Eh bien, c'est simplement pour continuer d'être en contact avec la concurrence. Première chose. Il y a aussi des obligations de présence pour les organisateurs. On est quand même obligé de faire les déplacements. Et puis ensuite, ça permet simplement d'accumuler des charges de travail supplémentaires. Donc, et de rémunération aussi? Non, je crois pas. Vraiment, je connais pas les primes pour ce type de compétition. Et la deuxième question, c'était par rapport à ce choix de préparation que tu dis nouveau pour les Jeux Olympiques. Il me semble qu'on a déjà eu des titres aux Jeux Olympiques auparavant, sans faire cette préparation. Est-ce que du coup, ça va être le bon choix ou voilà. Pourquoi ce choix en tout cas? Voilà, le problème c'est qu'en 2012 à Londres, les Anglais ont raflé tous les titres, alors que les Français avaient gagné les titres sur les 3 dernières années au niveau des championnats du monde. Et en l'espace de 3 mois, les Anglais étaient largement au-dessus. Donc voilà, on a changé de politique cette année. L'objectif, c'est les Jeux, c'est tout. Pas besoin. Je vous sentais partir encore un peu, Yann. Après cette rubrique J'aime pas, on passe maintenant à notre focus du jour. Et il concerne la formation. On continue ce talk par une histoire. Le jeune Montain Tommy Segor, 18 ans, basketteur, a été sélectionné pour intégrer l'équipe de l'université de Cleveland aux États-Unis. Il est parti pour rejoindre ses nouveaux coéquipiers en octobre. Jusque-là, rien d'anormal, sauf que Lenny Montain n'a pas été recruté via son club, mais via une structure indépendante, un camp d'entraînement qui s'appelle le CBCLA. Cette structure permet à des jeunes de participer à des camps d'été aux USA. Ce stage leur permet de s'améliorer, mais également d'être repérés par les scouts des équipes américaines. Le cas de Tommy Segor est-il le symbole du dysfonctionnement de la formation française? Vous votez. Il peut y avoir un duel là, hein, attention. Vous votez. Dysfonctionnement sévère. Dysfonctionnement sévère. C'est ça? Oui. Ah d'accord. Vous êtes tous d'accord? Je voulais simplement être sûr. Un petit duel. Dysfonctionnement sévère. Oui. Bon, un petit duel entre Yann et Alexandre. Alexandre, vous commencez? Ok. Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément de dysfonctionnement. La formation, elle appartient au monde entier, elle n'appartient pas à un seul pays. Donc, s'il a envie, ce jeune, de tenter sa chance aux États-Unis et qu'il a été pris, on ne peut pas l'empêcher de partir. Quoi. Simplement, ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas pu réussir en France. Donc, il a tenté des camps d'été. Il a eu beaucoup de barrières. Peut-être, mais ça, c'est comme... À 18 ans, il n'avait toujours pas percé. Chaque joueur a des particularités. Ce jeune a une particularité, il est petit. Voilà. Donc forcément, il faut avoir confiance en lui. On est au courant de nombreux joueurs, je pense à des footeux, qui n'ont pas été choisis dans leur enfance par certains clubs pour leur physique et qui finalement sont devenus parmi les meilleurs joueurs du monde. Donc voilà. Mais c'est pas pour autant qu'il faut incriminer toute la formation française pour une personne atypique. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas un cas isolé qui en fait une généralité sur la France entière, ça je veux dire. Bon Yann, qu'est-ce que vous répondez à Alexandre? Moi je vais juste répondre un truc, c'est que pour moi le pays du basket, c'est les États-Unis. À partir du moment où il a, quelle que soit la proposition qu'il puisse avoir au niveau des États-Unis, je pense qu'il a complètement raison de partir là-bas. Via son club, via un stage d'entraînement qu'il a pu faire là-bas parce qu'il avait eu l'opportunité de pouvoir le faire. Je pense que si on veut parler... Si on veut se faire connaître dans le basket, même en France, il faut aller aux États-Unis. Et gagner de l'argent. Et après, en plus, gagner de l'argent. Mais c'est vrai que Tony Parker, je pense que moi, j'ai commencé à en entendre parler quand il est parti jouer aux États-Unis. Boris Dio, c'est un peu la même chose. Attention, la formation française en basket, elle se fait à l'INSEP et elle se fait à partir de 15 ans. Et donc ce joueur-là n'était pas à l'INSEP. Donc pour la France, c'était pas parmi les tout meilleurs basketteurs français. Et les basketteurs français, après l'INSEP, pour les meilleurs, et ça a été le premier, c'était Tony Parker, sont sortis à 18 ans tout de suite en NBA. Alors, je vais te raconter une histoire par rapport à moi, avec l'INSEP. Non, vite fait. On peut appuyer sur le bouton. Moustapha, vous avez envie de parler, allez-y. Non, on va laisser, je vais lui donner mon temps de parole. Vous donnez votre temps de parole à Yann. Ça fait beaucoup. Hein. À 20 ans, j'ai fait exactement les mêmes temps que certains jeunes de l'équipe de France. En vélo, je faisais à peu près les mêmes temps, sauf que moi j'avais dépassé l'âge pour être détecté, et du coup, sauf que voilà, moi je suis né en fin d'année, il y avait des petites imperfections, et je n'ai jamais été détecté.
ça me gêne pas, ça me choque pas. Mais voilà, peut-être que si la formation était faite un petit peu différemment, si on ouvrait un petit peu les yeux, on pourrait aussi voir d'autres personnes Donc on et accompagne détecter pas un peu plus tard. peut-être assez les jeunes, selon vous, Yann? Alors on va revenir à ce qu'on avait dit sur une des premières émissions. Souvenez-vous, notre tenniswoman qui est dans les Yvelines, qui a été obligée de négocier pour pouvoir rester un an de plus, parce que sinon les Yvelines lui disaient au revoir, t'es junior, maintenant on s'occupe plus de toi. Il y a peut-être des choses à traiter au cas par cas, il y a peut-être des choses à voir et ne pas faire de généralité. 3 dysfonctionnements. Non, en réalité, j'aurais pu dire ça de la même façon que Yann, sauf qu'il y a vraiment 3 dysfonctionnements en fait, parce que c'est de ça dont on parle. On n'a pas dit qu'il n'avait pas bien fait de le faire. Il a probablement bien fait de le faire, c'est pas ça qu'on dit. Il y a un dysfonctionnement par rapport à la formation qu'on apporte nous. Il y a un autre dysfonctionnement, c'est européen, parce que par définition, s'ils ont été repérés par d'autres, c'est qu'on n'a pas su le faire. Puis il y a un troisième dysfonctionnement à mes yeux, c'est que on rivalise avec les États-Unis. Les États-Unis, jusqu'à preuve du contraire, ça reste une 50aine d'États, 300 millions d'habitants. On a un continent, c'est l'Europe. Je crois qu'on a approuvé, nous en France, qu'on a un leadership à prendre au niveau du basket français et donc européen. Et c'est dans une structure européenne qu'on doit essayer de construire les choses. Donc le premier dysfonctionnement, c'est celui de la formation. On doit l'améliorer. Un dysfonctionnement ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste qu'on a des choses à améliorer. Deuxième dysfonctionnement, c'est celui du repérage, auquel cas on a encore des choses à faire. Et le troisième, c'est de créer une équipe qui soit prête à rivaliser avec un continent comme les États-Unis. On va parler de la Ryder Cup tout à l'heure. On parle de golf, c'est un peu ça l'idée. Le golf, c'est l'Europe contre les États-Unis. Eh ben, on a des choses à faire. Sinon, c'est dans le football qu'on va y perdre. Très rapidement. Juste 2 secondes. Il faut aussi savoir que l'offre des États-Unis est beaucoup plus large que l'offre française. Donc il y a plus d'universités pour lesquelles on peut porter candidature et être pris qu'en France, le nombre de clubs pro, parce que là on parle de clubs pro, qui peuvent accueillir des jeunes Français. Étant donné qu'aussi, il faut savoir que les clubs pro français accueillent des jeunes étrangers européens. Donc je pense qu'il ne faut pas voir la formation comme quelque chose de l'un contre l'autre, un pays contre un autre. Je pense que la formation, comme je le redis, elle est mondiale. Voilà, et c'est un choix. Les Français ne l'ont pas choisi, les Américains l'ont choisi. On verra bien qui aura raison. Je lui souhaite d'ailleurs la meilleure réussite possible là-bas. Je ne dis pas que c'est la France qui a fait un bon choix et les États-Unis un mauvais choix. J'espère qu'il réussira et j'espère que pour lui, justement, ça prouvera qu'on a eu tort et qu'un Français pourra percer le plus haut possible. Mais je pense que c'est juste une question de choix et c'est pas une question de mauvaise formation française, parce que si ça serait le cas d'une dizaine de joueurs qui régulièrement, oui, mais je pense pas que ce soit le cas avec la réussite de l'équipe France. On parle d'améliorer le système. Moustapha, et encore une fois, c'est pas un Français qui nous intéresse, c'est le sport français en général et la France en particulier. Donc il faut pouvoir améliorer les choses. Et pour pouvoir les améliorer, vous écoutez plus la cloche, Moustapha. Tommy Ségor est en tout cas ravi de partir aux États-Unis. On l'écoute. J'ai toujours voulu jouer aux États-Unis. Même pendant un moment, je m'étais dit que c'est impossible. Là, je deviens un peu vieux pour jouer aux États-Unis. Donc je vais rester en France. Mais c'est venu comme ça. Donc après, je me dis que faut jamais perdre espoir. On ne sait jamais ce qui peut arriver. En tout cas, le cas peut-être de Tommy Ségor peut ouvrir certaines portes à des structures privées ou des stages peut-être à l'avenir. Ça, c'est sûr. Après, moi, je compare juste vite fait ça au rugby où beaucoup de clubs pro recrutent des joueurs uniquement sur un gabarit. Enfin, voilà. Je pense que c'était un peu son cas. S'il n'a pas été pris en France, qu'il n'a pas le gabarit qui allait avec son poste. Je vous rappelle en fait son histoire. En fait, il a commencé à Montigny-Bretonneux au poste de pivot, parce qu'il était costaud, forcément, 1m80, il avait des qualités physiques qui étaient impressionnantes pour son âge. Et finalement, il est parti à Versailles, parce que, voilà, tout simplement, on lui proposait un poste de meneur, ce qu'il réclamait depuis le début de sa carrière. Et au poste de meneur, il a explosé, tout simplement. Donc voilà, c'est qu'à la base, il y a une erreur. Il y a une erreur de formation. De casting, pas de formation, de casting. On l'a fait jouer un poste qu'il ne voulait pas, et du coup, il est parti, et tant mieux pour lui. Et comme disait Alexandre, j'espère qu'il va s'éclater aux États-Unis et devenir le nouveau Tipeee, le prochain Tipeee. Voilà. On passe maintenant à notre rubrique débat. Notre débat concerne le golf, la Ryder Cup 2018. L'équivalent de la Coupe du Monde du golf sera organisée en 2018 sur les greens du golf national de Saint-Quentin en Yvelines. 60 000 personnes par jour seront présentes à Guyancourt. 500 millions de personnes devraient regarder également la compétition. La Ryder Cup 2018 peut-elle lancer la popularité du golf en France? Nous avons fait un micro-trottoir sur cette question. Bien sûr, il faut aider le golf à se développer, c'est un beau sport. Disons que ça va attirer pas mal de monde sur la région et voilà, ça va faire connaître Saint-Quentin en Yvelines et c'est très bien parce qu'il y a pas mal de joueurs de golf ici.
Déjà la répercussion médiatique, le fait qu'on en parle, oui, je pense ça peut aider certainement, oui, c'est positif. Il y a des gens qui vont venir, qui vont s'intéresser à ça et du coup forcément des gens qui vont essayer aussi. J'ai le sentiment qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui s'intéressent au golf. Alors pourquoi pas, oui, le fait que ça se déroule en France, je pense que ce sera une bonne opération pour le faire connaître davantage, oui, je pense. Quel est votre avis sur la question? La Ryder Cup 2018 peut-elle lancer la popularité du golf en France? Attention, on parle de popularité. Parce que forcément, le golf, tout le monde connaît, mais ce n'est pas forcément un sport très populaire. Je suis contradictoire. Contradictoire. Ok, parfait. Un petit duel contre Mustapha. C'est parti. Déjà génial parce que c'est un événement qui est extraordinaire. On est d'accord. Non. On reste là. Tout le temps d'accord en fait. C'est des faux débats que vous créez, Mustapha. La question n'est pas celle-là. Voilà. La question n'est pas celle-là. Donc génial parce que c'est un événement vraiment extraordinaire et je suis tombé dedans la dernière fois que c'est passé sur Canal+. Et je suis resté accroché à cet événement parce que vraiment je me suis pris au jeu et de cette compétition par équipe et cet engouement qui est autour de ça. Maintenant, je pense que le sport restera un sport entre guillemets pas confidentiel, mais c'est un sport qui est cher, élitiste. Voilà, merci, cherchez le mot. Élitiste, c'est un sport qui est cher et je vois mal comment aujourd'hui le golf peut ouvrir ses portes à des gens qui ont moins de moyens. Donc voilà, pour moi, ça restera un sport élitiste. Viens faire du vélo, tu verras que le golf n'est pas un sport si cher que ça. Bon, Mustapha, qu'est-ce que vous répondez à Guillaume? D'abord, Guillaume, on est d'accord, il dit que c'est génial, je peux aller que dans son sens. C'est une manifestation, pour le coup, avec une visibilité énorme sur le plan mondial, puisqu'on parle de plusieurs millions, de centaines de millions de téléspectateurs au regard des performances télévisuelles. Donc c'est au-delà de grandes compétitions, puisqu'on parle de la Coupe du Monde de football d'abord, des Jeux Olympiques, et probablement que la Ryder Cup... Un Tour de France, Coupe du Monde de rugby, je parle pour le monde. De rugby. Oui, Tour de Pas France. pour le monde. Bon, bref. Alors, en l'occurrence, ça reste très dans bien. les top 5. Donc clairement, à partir du moment où il y a une visibilité, ça ne peut être que bon pour la notoriété. Après, ce que soulève notre ami, c'est plus sur la popularité. C'est plus sur la vulgarisation. C'est-à-dire à quel moment ça peut atteindre, on va dire, plus de monde et probablement des gens issus des couches quasi, on va dire, populaires par rapport au golf. Alors c'est clair qu'on n'arrivera pas à avoir autant de licenciés golf qu'on en a dans le foot. C'est un peu plus facile de pratiquer le foot que le golf. Mais voilà, ça commence aussi par des événements comme cela. Et le fait que ça vienne en France, ça ne peut être qu'un élément favorable. Donc vulgarisation, probablement pas. Mais forcément notoriété. Et puis encore une fois, il y a beaucoup de monde qui serait tenté par le sport et qui ont les moyens, mais qui ne le pratiquent pas. On va parler avec Mustapha. J'aimerais rebondir sur le débat de couches sociales pour faire du golf. Certes, le golf, c'est un sport cher, mais je ne suis pas sûr que tous les Français aisés, du moins, qui auraient le moyen de pratiquer le golf, le pratiquent. Je ne pense pas. Et donc, je pense qu'il y a un public à toucher à travers cette Ryder Cup. Il faut aussi du temps. Et maintenant, par rapport aux autres couches sociales, qui ne peuvent pas pratiquer au jour d'aujourd'hui, j'espère que dans l'organisation de cet événement, il va être prévu de nombreuses initiations gratuites durant toute la compétition. Il y aura plein d'ateliers qui vont être faits avec aussi les écoles, j'espère, pour que ce sport devienne plus facile à pratiquer et plus évident pour les personnes, pour les Français, quoi. Il y a un moment donné où un golf, ça prend de la place. Ça prend de la place, donc on ne pourra pas construire des golfs partout. Il y en a déjà partout. Il y en a partout, mais on ne pourra pas aller plus loin. On est gâtés. À un moment donné, on ne pourra pas... Oui, non, mais il y en a déjà partout des golfs. Et ensuite, il faut avoir du temps pour jouer au golf. Un parcours de golf, c'est très très long. Et c'est 4 heures, c'est 4 heures. Donc il faut aussi que... c'est quand même un sport qui est très agréable à pratiquer, très agréable. Mais il faut du temps, il faut de l'argent et il faut de la place. Donc, voilà. Pour parler d'argent, juste pour clore le débat, nous, dans le cyclisme... Non, mais juste sur l'argent. Dans le cyclisme, moi, j'ai une phrase très sympa à dire, c'est que le cyclisme, c'est un sport de riches pratiqué par les pauvres. Voilà, c'est comme ça qu'on le définit. Et pour le golf, c'est l'inverse. Non. Après, voilà. Par contre, là où je suis d'accord, c'est un sport qui demande énormément de temps. Mon père s'est mis au golf il y a quelques années. Quand il a commencé, il m'a dit, Yann,
Yann ne joue jamais au golf. Il me connaît, il sait comment je peux m'investir dans un sport. Et il m'a dit tu prendrais tellement de plaisir au début que vraiment tu t'y mettrais à fond. C'est un sport qui peut vraiment prendre énormément de temps et donc du coup dans l'investissement. Mais par contre on y prend énormément de plaisir parce qu'on se voit très rapidement évoluer et se battre contre soi-même. La technique est superbe et très difficile à appréhender, mais on y prend beaucoup de plaisir. Moi, je serai présent sur la Ryder Cup. Moi aussi. Sûr et certain. C'est bien connu, C'est bien connu, tous les golfeurs ont divorcé, parce qu'ils sont tellement pris leur temps par ailleurs qu'ils en laissaient tomber. Je crois que c'est Tiger Woods qui peut en parler. Mais surtout, non, moi, il y a un élément auquel je pense. C'est le seul élément pour Il y a un élément auquel je pense toujours quand je pense golf, c'est le taux d'occupation du sol. Parce que là où il a raison, c'est qu'effectivement, ça nécessite une grande surface, ça nécessite un entretien, ça nécessite... Mais par contre, c'est pas autant usité qu'on ne devrait, donc on pourrait probablement utiliser l'espace autrement. Puisqu'on est dans la COP 21, on pourrait y réfléchir aussi à comment on pourrait utiliser ces surfaces pour en profiter aussi, plutôt que de les laisser en jachère, entre guillemets. Donc on va passer à notre prochain thème. C'est bon, vous avez clos ce thème, il n'y a pas de souci. Sur le pour une fois. On a du temps cette fois-ci. Non, on n'a pas de temps, Pour les téléspectateurs de Trappes, il y a quand même un prétendant que tout le monde connaît à Trappes, en tout cas par le nom, c'est Dubuisson. Mais Victor, pas Dominique. Les trappistes, les connaisseurs sauront de quoi je parle. On passe maintenant à notre sport découverte. Le cheerleading a été créé à la fin du 19e siècle aux États-Unis. Ce sport s'est rapidement greffé aux sports nationaux comme le football américain et le basket. En France, la discipline s'exporte depuis une dizaine d'années. Une section a même été créée en 2012 à Elancourt avec les Templiers d'Elancourt pendant leur match de football américain. Messieurs, est-ce que vous pensez que les cheerleaders peuvent s'imposer en France? Vous votez? Oui, non? Je vais encore... Un petit duel? Allez, entre... Je peux les prendre tous les deux en même temps. Ça m'intéresse. Allez, entre Yann et Alexandre. Allez, Alexandre, on va commencer. Alors, moi, je souhaiterais que ça se développe réellement en France, comme aux États-Unis, parce que je pense que ça apporte un attrait au spectacle quand même qui est sympathique à voir, et ça met réellement et au-delà. Un sport. Au-delà, oui, mais ça c'est un sport. Moi, je le vois plus dans le spectacle que comme dans le sport, comme ça peut être aux États-Unis. Je pense qu'en France, c'est pour ça que je suis pas d'accord. Je ne pense pas que ça va prendre comme un sport avec l'idée de compétition. Mais par contre, en termes de spectacle, on commence à le voir. On commence à le voir dans les sports co, apparaître régulièrement, mais aussi dans les stades. Mais de là à être un sport, je pense pas. Je pense que ça sera plus pris comme un spectacle. Yann? Moi, je dis oui. On a de très jolies femmes en France, de très jolies filles qui peuvent donner l'envie de regarder. Maintenant, mais c'est surtout un sport, Yann. Oui, c'est un sport, pas de souci. Mais et bien donc, il faut pour un sport, c'est fait pour être vu. J'ai vu un match de basket il y a quelques jours sur l'équipe 21. Pendant le moment où on voit les filles rentrer sur le terrain pour faire leur show, eh bien, qu'est-ce qu'on nous montre? Le coach en train de donner ses indications. On n'en a rien à foutre. Purée, mais montrez-nous les nanas qui se sont entraînées pendant des heures pour faire leur spectacle, pour faire leur danse. Parce qu'elles s'entraînent pendant toute la semaine. Mais bien sûr, elles s'entraînent toute la semaine. Et donc, elles s'entraînent. Elles sont là pour peut-être 5000 personnes qui sont dans la salle. Il y a 20, 30, 40, 50 000 personnes, des gens qui regardent, peut-être plus, vu que c'est sur la TNT et sur l'équipe 21. Purée, mais qu'on nous les montre, ces filles, et qu'on montre ce qu'elles présentent. Là, et ça pourra justement donner l'envie à d'autres de le faire. Mais pas de cette façon, où c'est complètement anonyme. Je vous ai vu, on vous a vu rentrer sur le terrain et on les a pas vus faire. Donc oui, ça peut s'imposer, mais il faut que les médias leur donnent leur chance pour s'exprimer. Et il y a également des compétitions pour les cheerleaders en certainement, France. Certainement. Ça reste un sport, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, il y a une préparation, il y a des enchaînements, il y a une préparation physique à avoir, il y a une chorégraphie à apprendre, il y a plein de choses, donc ça reste un sport maintenant. Maintenant, est-ce que ça va devenir un sport de compétition, ce que je disais tout à l'heure en France, moi j'y crois pas trop, ça reste quand même assimilé au sport US, où il y a tout un business qui se crée autour de la mi-temps, il y a plein de choses qui se créent autour des événements, d'un match de basket, d'un match de... C'est ce que je dis.
Alors bien ce que je dis. Oui, non, mais c'est du business, quoi. Oui, mais si en France, on ne leur donne pas... Le rugby, ils ont essayé de faire ça avec le Stade français pendant des années. Maintenant, ils le font tous avec des petites pop-up girls qui accueillent les joueurs sur le terrain. Mais c'est pas assez développé, quoi. Alors, soit on y va à fond, soit on n'y va à fond. On ne montre pas le travail qu'elles peuvent réaliser. Donc du coup, il y a moins de gens qui veulent le pratiquer et donc moins de gens qui veulent le regarder. Donc Mustapha, pas pour l'instant de cheerleaders à Trappes pour soutenir les garçons. Mais on y a pensé, puisque par définition, c'est quoi à la base revenons un peu aux origines, c'est quand même des personnes qui sont là pour supporter leur équipe. Au passage, c'était des garçons au départ, essentiellement des garçons. Après, c'est passé aux filles, puis aujourd'hui, c'est passé à des filles avec une grande technicité, c'est passé à des filles avec une technicité qui est devenue maintenant un spectacle, et qui est devenue, pour le coup, un sport, parce que c'est à la fois télévisuel, c'est esthétique, il y a vraiment des performances, donc pourquoi pas, comme la gymnastique, sans aller jusque-là en termes de technicité. Mais pour moi, ça doit forcément percer, et en même temps, ça va commencer petit en France, comme le football, le soccer aux États-Unis commence doucement. Nous aurons le chip leader. Mais comme je l'ai écrit tout à l'heure, en termes de technicité, en termes de jolies filles, on l'a dit tout à l'heure, nous on a le Lido, donc on sait faire. On a même une grande école. De French, vous dérapez un peu, Mustapha. Juste un dernier mot, Alexandre, très rapide. Vous avez 10 secondes. Pour que le sport pénètre en France réellement, il faut qu'il soit aux écoles. Aux États-Unis, ça marche parce que c'est à la faculté. Et tant qu'il ne sera pas dans les écoles, ça ne marchera pas. Voilà, 10 secondes, parfait, vous avez respecté le timing. Donc après ce débat sur les cheerleaders, on passe à notre défi du jour. Le défi concerne aujourd'hui un sport cher à notre ami Alexandre Taillefer, le handball. On prend aujourd'hui la direction du complexe sportif Pierre de Coubertin de Montigny-Bretonneux. Les handballeuses de Montigny doivent réussir à toucher la barre du milieu de terrain. On regarde. Allez les filles. Je m'appelle Anna, je viens de Guyancourt et je suis au club de Montigny-le-Bretonneux et j'ai 16 ans. Marine Reboam, j'ai 22 ans, je viens de la ville de Bagneux dans le 92 et mon surnom c'est Sale Gosse. Campagne Clémence, j'ai 21 ans, j'habite à Morpas et mon surnom c'est BN. Philippe Létrange, entraîneur de Montigny et mon surnom Strange. Et bonjour aux vieux Chenésiens. Alexis Cocheteux, 27 ans, de Montigny-le-Bretonneux. Ça fait plaisir, c'est un petit jeu d'amusement quoi. Et là justement t'as battu ton coach, ça te fait quoi? C'est dommage pour elle, je pense. Pour l'avenir, c'est dommage, je crois qu'elle va souffrir après. Bon, Alexandre, elles se sont bien débrouillées, les filles? Non, mais attendez, c'est une supercherie. Elles ont tiré à 15 mètres, elles n'ont pas tiré du milieu de terrain. Oui, mais. Si elles avaient tiré du milieu de terrain, je suis pas sûr qu'elles auraient touché la barre. Vous êtes jaloux parce que vous n'avez pas réussi du tout. Voilà. Bon, on n'a pas trop le temps, donc on passe tout de suite au coup de gueule d'Arnaud Le Gouic. Notre chroniqueur Arnaud Le Gouic pousse à chaque émission un coup de gueule sur le sport dans les départements. Aujourd'hui, Arnaud est passé en mode 2.0. Il va nous parler du lien entre Internet et le sport. Je vous laisse la parole, Arnaud. Merci, Mickaël. Donc, mon coup de gueule du jour, une fois n'est pas coutume, va commencer par un bravo. Bravo à Alès Morpa, qui en octobre dernier a invité la star américaine Rihanna à participer à la Coupe de France de foot, assisté dans les tribunes. Ils jouaient contre l'ACBB, donc c'était un match un peu de gala pour eux. Il suffit de voir un peu le COP en tribune, dans quel état il était, c'était pas mal. Donc voilà. En un tweet, ils ont fait le buzz, 132 retweets, des favoris à n'en plus finir. Ça a très bien marché pour eux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que
malheureusement, c'est pas comme ça partout, quoi. Dans les Yvelines, on a très peu la culture des réseaux sociaux au niveau des clubs et des instances. Une mention quand même pour le rugby club de plaisir qui marche plutôt pas mal. Et c'est dommage parce que ça permet de créer une véritable vie autour du club, au-delà de ce qui se passe aux abords du terrain, dans les vestiaires, tout ça. Ça prolonge un peu ça. C'est un moyen de prolonger ça à l'après. C'est aussi un moyen d'attirer des sponsors, parce que 132 retweets, mine de rien, ça attire l'attention. Quand on n'a plus forcément l'impact médiatique que les clubs avaient à une certaine époque avec la presse, ça offre une nouvelle visibilité. N'importe quel club, même une toute petite structure, en se débrouillant bien, peut se montrer et peut attirer l'attention, notamment de sponsors. En ces temps où c'est assez compliqué, ça peut être intéressant. Et il y a une dernière chose qui est importante par rapport aux réseaux sociaux, c'est que tout est calibré. Facebook, c'est propre visuellement, Twitter, c'est propre visuellement, et ça évite le site internet moche. Donc le site internet moche, c'est le site internet qui a été fait il y a 5-6 ans par un informaticien amateur qui débutait et qui n'a pas bougé, qui est très peu alimenté. Et ça, il y a beaucoup de clubs qui en ont. C'est pas super bien. Voilà, c'est mon avis. Bon, on va débriefer très rapidement la chronique d'Arnaud, mais on va regarder tout de suite les sites internet de vos clubs. On va commencer par Versailles. On voit, c'est plutôt lisible, plutôt clair, du bleu et du blanc. Après, maintenant, on va passer au Versailles Handball. Bon, là, c'est un peu plus foncé, pour le coup, le site d'Alexandre Taillefer. On va passer au Pistard de Vélizy. Bon, là, on va dire aussi que ça va, hein, Yann, il y a du travail. Mais par contre, pas de site internet pour Trappes. Mustapha, pourquoi? Rapidement. Il n'y a pas de site internet, d'ailleurs. Regardez, l'émission est ici. Hein, d'ailleurs, moi-même, vous ne me verrez plus. D'ailleurs, voilà, je ne me montre pas à la caméra. Non, là, c'est tout simplement parce que vous y êtes allé rapidement. Récemment, pardon, et donc on est passé sur le site de la Ligue de Paris. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un problème technique. C'est juste pour ça. À la prochaine émission, c'est rétabli. Ok, bon, je suis responsable. C'est noté. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve le jeudi 24 décembre pour un nouveau numéro de Si on parlait sport. À bientôt sur TVFI 78.